Je m'appelle Marc, j'ai 32 ans et je travaille dans le support informatique pour une PME de logistique en périphérie de Lyon. Mes semaines sont assez routinières, trajets, salle de sport, dîner, sommeil, et on recommence. Ma fiancée s'appelle Julie, elle a 29 ans et est gestionnaire d'un cabinet dentaire. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et nous ne vivons pas encore ensemble, car nous avions décidé d'attendre après le mariage pour louer un appartement plus grand. Jusqu'au mois dernier, j'aurais dit à n'importe qui que notre couple était solide. Pas parfait, certes, mais avec les problèmes habituels des adultes, les plannings, les questions d'argent, les limites avec la famille, le genre de choses que l'on règle avec un calendrier et des discussions honnêtes. Julie a un ex qui s'appelle Thomas. Ils sont sortis ensemble par intermittence avant moi, et elle dit que ça s'est terminé parce qu'il était immature et incapable de s'engager. Soit, j'ai mon propre passé aussi. La différence, c'est que je ne le traîne pas dans le présent. Thomas, lui, gravite toujours autour de sa vie de manières étranges. Des amis communs, des soirées de groupe impromptues et des textos occasionnels qu'elle insiste à dire inoffensifs. Je n'aimais pas ça, mais je ne voulais pas être le mec possessif qui interdit les amitiés. Alors, je suis resté simple. J'ai dit, je ne suis pas intéressé par le fait qu'il fasse partie de notre mariage, sous quelque forme que ce soit. Ça aurait dû être facile. Puis, Julie a commencé à organiser le mariage comme s'il s'agissait d'une opération militaire dont j'étais le stagiaire non rémunéré. Chaque décision était accompagnée d'un ton sec. Si je posais une question, elle agissait comme si je la ralentissais exprès. Si je n'étais pas d'accord, elle se murait dans le silence et me punissait avec des réponses glaciales d'un seul mot pour le reste de la soirée. Il y a 2 semaines, elle m'a annoncé que Thomas viendrait au mariage. Pas invité par moi, pas même en tant que « +1 ». Elle a dit qu'il viendrait parce qu'il l'avait aidé à trouver l'un des prestataires il y a des années et que ce serait impoli de ne pas l'inclure. Ça n'avait aucun sens, mais elle l'a dit comme si c'était une évidence et que j'étais un idiot. Je lui ai dit, non, sois clair. Pas de drama. Je ne me marie pas avec son ex assis là à regarder la cérémonie. Elle a levé les yeux au ciel et m'a traité d'insécurisé. Puis, elle m'a asséné quelque chose qui m'a retourné l'estomac, le mariage serait annulé si je ne m'excusais pas auprès de Thomas pour mon manque de respect à son égard. J'ai cru qu'elle bluffait. J'ai dit, d'accord, alors le mariage est annulé. Et je le pensais vraiment. Elle a ri comme si je venais de faire une blague, a attrapé ses clés et est partie. Le dernier texto qu'elle m'a envoyé ce soir-là disait que je reviendrais en rampant quand je réaliserais combien d'argent avait déjà été dépensé. Je n'ai pas rampé. J'ai commencé à passer des coups de fil. Le lendemain matin, j'ai appelé le domaine en premier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement demandé quelle était la politique d'annulation et les étapes nécessaires pour rompre officiellement le contrat. Ils m'ont dit que les 2 parties avaient signé, mais que l'un ou l'autre pouvait demander l'annulation. Il y aurait une pénalité financière selon le délai. Je leur ai demandé de m'envoyer le formulaire par email. Pendant que j'attendais, j'ai appelé le traiteur et le photographe. Même ton, même question. Je suis resté pragmatique. Si le mariage était conditionné par mes excuses à son ex, alors ce n'était pas un mariage que j'avais envie de financer. Julie a envoyé un texto vers midi. Elle a envoyé une capture d'écran d'une confirmation de réservation Airbnb pour la lune de miel et a écrit « J'espère que tu es fier de toi. Non remboursable ». J'ai répondu que je m'occupais de l'annulation du domaine et que nous pourrions diviser les pertes qui nous incombaient légalement. Je suis resté neutre. Pas d'insultes, pas de menaces. Elle a immédiatement appelé. La première chose qu'elle a dite a été « Tu essaies sérieusement de m'humilier ?» Ce mot m'a frappé. Je lui ai dit « Je ne m'excuse pas auprès d'un homme qui n'a pas sa place dans notre mariage. » J'ai aussi ajouté « Si tu crois vraiment que le mariage doit dépendre de ça, alors l'annuler est la conclusion logique. » Elle a changé de tactique rapidement. Soudain, ce n'était plus à propos de Thomas. C'était moi qui ne respectais pas son jugement. Elle a dit que je la forçais à choisir un camp et que les adultes sains ne posaient pas d'ultimatum. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait posé l'ultimatum. S'excuser auprès de Thomas ou le mariage est annulé. J'ai juste accepté ses conditions. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, tu surréagis. Je ne voulais pas dire annuler pour de vrai. C'était la première fissure.
Je lui ai demandé directement si Thomas venait au mariage. Elle a hésité. Puis elle a dit qu'il ne viendrait que si je pouvais être mature. Ça m'a tout dit. J'ai soumis le formulaire d'annulation cet après-midi-là. Je ne l'ai pas fait impulsivement. J'ai lu le contrat 2 fois. L'acompte était important mais pas dévastateur. Je peux absorber ma moitié sans ruiner mes finances. Ça ferait mal, mais pas autant que de commencer un mariage où mes limites sont négociables selon son humeur. 3 jours plus tard, le domaine nous a envoyé un email à tous les deux pour confirmer la réception et demander à Julie d'accuser réception de l'annulation. C'est laquelle a réalisé que je ne jouais pas la comédie. Elle est apparue à mon appartement ce soir-là sans prévenir. Elle ne riait plus. Quand Julie a frappé, il était près de 21h. J'avais fini de dîner et je répondais à mes emails. J'ai failli ne pas ouvrir, mais je me suis dit qu'éviter la confrontation ne ferait que faire traîner les choses. Elle est entrée comme si elle habitait encore ici, a posé son sac sur mon comptoir et a commencé tout de suite. Elle a dit que je l'avais prise au dépourvu, qu'annuler sans discussion était extrême, que je l'avais rendue instable aux yeux du coordinateur du domaine. Elle a dit que je me concentrais sur le mauvais problème, que c'était une question de confiance. Selon elle, si je lui faisais confiance, je ne me sentirais pas menacé par un homme avec qui elle est sortie il y a des années. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'il était important pour son développement personnel et que l'exclure serait immature. Je lui ai dit que je ne me sentais pas menacé. Je refuse simplement de célébrer le début de mon mariage avec son ex dans le public parce qu'elle pense que les apparences comptent plus que mon confort. Elle a explosé et m'a traité de manipulateur. Puis elle a dit quelque chose qui a fait basculer toute la conversation. Elle a dit que Thomas se sentait manquer de respect par la façon dont je parlais de lui. J'ai demandé quand exactement j'avais parlé de lui à Thomas. Elle a hésité encore. Puis elle a admis qu'elle lui avait montré des captures d'écran de notre dispute privée sur la liste des invités. Elle a dit qu'elle voulait son avis parce qu'il la connaît bien. C'était la première fois que je ressentais une véritable clarté au lieu de la frustration. Ce n'était pas une question d'inviter un ex. C'était une question de triangulation. Elle passait notre conflit par lui, puis attendait que je m'excuse d'avoir une opinion sur mon propre mariage. Je lui ai dit que partager nos conversations privées avec un ex franchissait une limite. Elle a haussé les épaules et a dit que j'étais dramatique. Selon elle, je devrais être reconnaissant qu'elle ait des amis qui tiennent assez à elle pour donner leur avis. Ami, encore ce mot. Je lui ai demandé directement si elle était encore attachée émotionnellement à lui. Elle s'est mise en colère instantanément. A dit que j'étais dégoûtant d'insinuer cela. A dit que si elle voulait Thomas, elle ne serait pas fiancée à moi. Cette réponse semblait apprise par cœur. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que c'était exactement pourquoi j'avais annulé, parce qu'au lieu de respecter une limite simple, elle a fait monter la pression et a impliqué la seule personne garantie de tout déstabiliser. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis elle a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a dit, si j'annule l'annulation et que tu t'excuses auprès de Thomas, je te pardonnerai de m'avoir humilié. Pardonne-moi. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était un test de pouvoir et elle supposait toujours que je céderais. Quand elle a dit qu'elle me pardonnerait, ça a sonné faux. Pas dramatique, pas explosif, juste faux, d'une manière calme et définitive. J'ai regardé mon appartement une seconde, mon canapé, mon comptoir, l'endroit que je paye et où je garde ma stabilité. Puis je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle parlait toujours comme s'il s'agissait d'une négociation où elle détenait le levier. Je lui ai dit que nous en avions fini pour ce soir et qu'elle devait partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas compris. J'ai répété calmement. Cette conversation est terminée. Tu dois rentrer chez toi. Elle a croisé les bras et a dit qu'elle n'avait pas fini. Elle a dit, les adultes ne partent pas quand les choses deviennent inconfortables. L'ironie était presque impressionnante. Je n'ai pas discuté. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte. Elle est restée là à me fixer, attendant que je m'adoucisse, attendant que je m'excuse d'avoir posé une limite dans mon propre appartement. Je lui ai dit, c'est chez moi. Tu es ici en invité. Je te demande de partir. Sa voix est devenue plus tranchante. Elle a dit que j'essayais de l'intimider, que c'était de la violence émotionnelle. Que le fait d'annuler le mariage et maintenant de l'expulser physiquement prouvait que j'étais instable. Je suis resté calme.
J'ai dit, il n'y a rien d'instable à demander à quelqu'un de quitter votre maison quand il vous manque de respect. Elle a attrapé son sac mais n'a pas bougé vers la porte. Au lieu de cela, elle a essayé un dernier angle. Elle a dit, si tu me forces à sortir, c'est vraiment fini. C'était le deuxième test de pouvoir. Je lui ai dit, oui, si c'est ce qu'il faut pour que tu comprennes que je suis sérieux, alors oui. Elle m'a regardé longuement comme si elle s'attendait à ce que je craque. Quand je ne l'ai pas fait, elle est passée devant moi dans le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, tu vas regretter ça quand tu réaliseras que tu as jeté un mariage pour ton ego. J'ai dit, je ne jette pas un mariage. Je refuse d'en commencer un comme ça. Puis j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Pas de manière dramatique, juste mécaniquement. Je suis resté là 1 minute après pour m'assurer qu'elle était vraiment partie. Elle a envoyé un texto 10 minutes plus tard. De longs paragraphes sur le fait que j'étais froid, combien ses parents seraient déçus, comment les gens allaient jaser, pas une seule phrase sur le respect de ma limite. C'est là que le calme s'est vraiment installé. Parce que si la mettre à la porte de mon appartement ressemblait à un soulagement plutôt qu'à de la panique, cela m'a tout dit. Après avoir verrouillé la porte, les messages ont continué. Au début, c'était de la colère. Puis ça a glissé vers la culpabilité. Elle a dit que je l'avais embarrassée devant le coordinateur. Elle a dit que sa mère posait des questions. Elle a dit que les gens allaient supposer qu'elle avait fait quelque chose de terrible. J'ai remarqué quelque chose. Chaque texte se concentrait sur son image, son humiliation, ses désagréments. Pas une fois elle n'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais mal à l'aise avec l'implication de Thomas dans notre relation. Vers minuit, elle a appelé 3 fois de suite. J'ai laissé sonner. Je n'allais pas avoir une autre conversation circulaire où elle reformulait ma limite en agression. Le lendemain matin, il y avait plus de messages. Cette fois, elle était plus calme. Elle a dit qu'on devait arranger ça avant que ça ne dégénère. Elle a suggéré qu'on se voie pour un café et qu'on parle comme des adultes. Elle a aussi ajouté que Thomas pensait que tout ça était un malentendu et qu'il était prêt à accepter mes excuses en privé si ça facilitait les choses. Cette phrase a tout déclenché. Le fait qu'il connaisse assez de détails pour avoir une opinion signifiait qu'elle l'informait toujours en temps réel. Notre relation était apparemment du matériel de discussion de groupe. J'ai répondu une fois. J'ai dit, je ne m'excuse pas auprès de lui et je ne poursuis pas une relation où ma fiancée privilégie son ex par rapport à des limites de base. Je te souhaite le meilleur. Elle a immédiatement répondu que j'étais encore dramatique et que la bloquer prouverait que je ne l'avais jamais aimée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué davantage. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn, car je sais comment ces choses-là se passent. Je ne voulais pas de messages indirects, de posts publics visant à m'atteindre ou d'amis communs agissant comme messagers. Ce n'était pas fait dans la rage. C'était stratégique. Si je laissais un canal ouvert, elle l'utiliserait pour me ramener dans le débat. Et le débat était sa force. Elle s'épanouissait dans les zones grises où elle pouvait reformuler les choses jusqu'à ce que je me défende au lieu de régler le problème initial. La bloquer n'était pas une punition. C'était mettre fin au cycle proprement. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie. C'était Thomas. J'ai fixé la notification pendant 1 minute entière avant de l'écouter. La voix de Thomas était calme. Trop calme. Il a dit qu'il avait entendu que les choses avaient dégénéré et qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle un mariage tombait à l'eau. Il a dit qu'il me respectait et espérait qu'on pourrait crever l'abcès d'homme à homme. Cette formulation seule m'a dit que ce n'était pas une implication accidentelle. Il se sentait autorisé à intervenir. Il a aussi dit que Julie était vraiment bouleversée et qu'elle avait tendance à réagir émotionnellement quand elle se sentait acculée. Il se présentait comme le raisonnable, le médiateur. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai enregistré le message vocal et fait une capture d'écran du journal d'appel. Pas parce que je prévois d'escalader, mais parce que la documentation compte quand les histoires commencent à changer. Environ 1 heure plus tard, ma sœur a envoyé un texto demandant ce qui se passait. Julie l'avait apparemment appelé en pleurant, disant que j'avais brutalement annulé le mariage à cause d'un désaccord mineur sur la liste des invités et que je l'avais bloqué sans explication. C'était rapide.
J'ai appelé ma sœur et lui ai donné la version courte. Pas de drame, juste des faits. Julie a invité son ex au mariage contre ma volonté. Elle a partagé nos disputes privées avec lui. Elle a exigé que je m'excuse auprès de lui, sinon le mariage était annulé. J'ai accepté cette condition. Ma sœur est restée silencieuse une seconde puis a dit que ce n'était pas un désaccord mineur. Exactement. En milieu d'après-midi, Julie a essayé de me joindre par email. Objet, s'il te plaît, écoute-moi. Je l'ai lu une fois. C'était encore la même chose. Elle a dit qu'elle se sentait attaquée et non soutenue. Elle a dit que Thomas essayait seulement d'aider. Elle a dit que la bloquée était cruelle et immature. Elle a aussi glissé qu'annuler le domaine sans son accord pourrait avoir des conséquences juridiques pour moi si elle décidait de poursuivre pour dommages. Cette partie était intéressante, non pas parce que j'étais inquiet. Le contrat permettait clairement l'annulation par l'une ou l'autre des parties, mais parce que cela montrait son état d'esprit. Ce n'était plus pour réparer quoi que ce soit. C'était pour faire levier. Tard ce soir-là, Thomas a envoyé un texto d'un autre numéro. Il a dit « Éviter la conversation te rend coupable ». J'ai bloqué ce numéro aussi. À ce stade, le schéma était évident. Julie n'essayait pas de réparer notre relation en privé. Elle construisait un récit où j'étais instable et déraisonnable. Et Thomas n'était pas un simple spectateur. Il participait. Cela a confirmé quelque chose que j'avais hésité à dire à voix haute. Ce n'était jamais juste une histoire d'invité au mariage. C'était de savoir si j'étais prêt à entrer en compétition avec son ex pour influencer ma propre relation. 2 jours ont passé sans contact direct car j'avais fermé toutes les portes qu'elle essayait d'utiliser. Cela n'a pas arrêté les effets d'entraînement. Un ami commun, Kevin, m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Il a dit que Julie avait raconté à leur groupe de discussion que j'avais un problème de jalousie et que j'avais saboté le mariage après avoir vrillé pour rien. Selon sa version, Thomas était invité par courtoisie et j'avais réagi comme si elle m'avait trompé. J'ai appelé Kevin au lieu de répondre par texte. J'ai exposé la chronologie en termes simples. Elle a invité son ex. J'ai dit non. Elle a rendu le mariage conditionnel à mes excuses envers lui. J'ai accepté. Elle l'a impliqué dans nos disputes privées. J'ai mis fin à tout ça. Kevin est resté silencieux un moment. Puis il a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait présenté. Bien sûr que non. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de la mère de Julie demandant si on pouvait se parler. C'était poli mais direct. Elle a dit que les mariages nécessitent des compromis et que la fierté ne devrait pas ruiner un futur. Encore ce mot, fierté. J'ai répondu respectueusement. J'ai dit que ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de limite et de confiance. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'épouser quelqu'un qui impliquait son ex dans nos conflits et qui rendait ma participation conditionnelle à son apaisement. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans la soirée, Julie est apparue à mon immeuble à nouveau. Je le sais parce que mon voisin du dessous m'a envoyé un texto disant que quelqu'un sonnait à l'interphone à répétition. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. Au lieu de cela, elle a envoyé un dernier email. C'était plus long que les autres, moins colérique, plus stratégique. Elle a dit qu'elle était prête à décommander Thomas si c'était ce qu'il fallait pour avancer, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que je ne l'humilierais plus comme ça. Elle a aussi demandé que je m'excuse auprès d'elle pour avoir surréagi et pour avoir annulé le domaine sans lui donner une chance de se calmer. Voilà. Elle supprimerait Thomas en tant qu'invité, mais seulement si j'admettais avoir eu tort de rester sur mes positions. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je ne l'interprétais pas mal. Ce n'était pas des excuses. C'était un échange. Et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais nécessaire. Si j'acceptais, j'établirais le précédent que chaque fois qu'elle pousserait le bouchon trop loin et que je résisterais, j'absorberais finalement le blâme pour restaurer la paix. Ce n'est pas un partenariat. C'est du dressage. Alors, je n'ai pas négocié. J'ai transféré l'email vers mon archive personnelle pour en garder la trace. Puis, j'ai contacté le domaine une dernière fois pour confirmer que l'annulation était finalisée et irréversible sans un tout nouveau contrat. Ils ont confirmé que c'était clos. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, ni administrativement, ni personnellement.
La semaine suivante fut plus calme en apparence, mais pas réellement apaisée. Julie a arrêté d'essayer de me contacter directement. Au lieu de cela, j'ai commencé à entendre des nouvelles par ricochet. L'un de ses collègues a apparemment dit à une connaissance commune que j'avais eu des doutes. Quelqu'un d'autre a entendu dire que j'étais peu sûr de moi concernant son passé et que je ne pouvais pas supporter d'être avec une femme qui avait une histoire. C'était intéressant de voir à quel point le récit était cohérent. Dans chaque version, j'étais fragile, dépassé, menacé. Jamais l'histoire n'a été qu'elle avait exigé que je m'excuse auprès de son ex comme condition de mariage. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas fait de post pour essayer de corriger le récit dans chaque cercle. C'est un jeu perdu d'avance. Les gens croient ce qui s'aligne avec leurs opinions antérieures. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la logistique. Nous avions prévu d'emménager ensemble après le mariage. La demande de bail était en cours. J'ai appelé l'agence immobilière et j'ai formellement retiré ma part. J'ai demandé une confirmation écrite que je n'étais plus lié au dossier. Je ne voulais pas que mon nom traîne nulle part où elle pourrait l'utiliser. J'ai aussi passé en revue les contrats des prestataires pour m'assurer que mon exposition financière était limitée. Les pertes liées aux acomptes étaient réelles mais gérables. J'ai payé ma part immédiatement et gardé les reçus. À cette période, une chose inattendue s'est produite. Thomas m'a envoyé un email directement, pas depuis un numéro masqué, pas anonymement, depuis son adresse professionnelle. Il a écrit qu'il se sentait obligé d'intervenir parce que Julie était en train de sombrer et de se blâmer elle-même. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer une division et qu'il respectait ma position en tant que futur époux. Futur époux. Cette expression était soit totalement déplacée, soit délibérée. Il a aussi dit que si je voulais nous rencontrer pour un café et dissiper les malentendus, il était ouvert. Il a insisté sur le fait que les hommes matures communiquent plutôt que de fermer la porte aux gens. Je l'ai lu attentivement. Il n'y avait aucune reconnaissance que s'insérer dans notre conflit privé était inapproprié. Aucun aveu que recevoir des captures d'écran de nos disputes franchissait une limite. Juste une suggestion douce que c'était moi qui évitais de grandir. C'était la pièce manquante pour moi parce que j'ai réalisé quelque chose de simple. Si j'épousais Julie, Thomas ne s'effacerait pas. Il resterait un consultant dans nos disputes. Un vote de l'ombre, et Julie continuerait de présenter cela comme raisonnable. Alors j'ai répondu une fois. J'ai dit qu'il n'y avait pas de malentendu. Ce n'est pas ta relation à médiatiser. Ne me recontactez plus. Puis j'ai bloqué son email. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de cette histoire, mon téléphone est resté complètement silencieux. Et ce silence semblait pur. Environ une semaine après que tout se soit calmé, j'ai croisé Julie dans un supermarché près de chez moi. Pas prévu, juste un mauvais timing. Elle m'a vu la première. Je le savais car elle s'est figée au milieu de l'allée, puis s'est redressée comme si elle se préparait pour une audience. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais j'ai décidé que je n'agirais pas comme si j'avais quelque chose à éviter. Nous nous sommes retrouvés face à face au rayon frais. Elle semblait différente, pas dévastée, pas repentante, composée. Elle a dit bonjour comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient pas parlé depuis quelques jours. J'ai hoché la tête et ai dit bonjour. Il y a eu une pause où elle attendait clairement que j'ouvre la porte à la conversation. Je ne l'ai pas fait, alors elle l'a fait. Elle a dit qu'elle aurait souhaité que je gère les choses différemment. Que annuler publiquement au lieu de régler ça en privé l'avait profondément blessée. Elle a insisté sur « publiquement », comme si j'avais placardé une affiche au lieu de contacter les prestataires directement. Je lui ai dit que j'avais géré cela en privé. Les prestataires font partie de la logistique du mariage. Ils avaient besoin d'informations précises. Elle a soupiré et a dit « Tu sais ce que je veux dire ». Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Elle a dit que Thomas était d'accord pour dire que nous avions tous les deux fait monter la tension et qu'avec une communication appropriée, nous aurions pu éviter tout ce bazar. Voilà, encore une fois. Thomas comme évaluateur, Thomas comme juge. Je lui ai posé une dernière question. Si on revenait à cette nuit-là et que je disais « Je ne m'excuse pas », est-ce que tu aurais respecté cela sans conséquence? Elle a hésité. Pas longtemps, mais assez longtemps. Elle a dit « J'avais juste besoin que tu me montres que tu pouvais faire passer mes sentiments en premier. » Cette réponse était honnête et révélatrice.
Faire passer ses sentiments en premier signifiait subordonner ma propre limite. Cela signifiait accepter que son confort avec son ex l'emportait sur mon inconfort. Je lui ai dit calmement que je ne suis pas intéressé par une relation structurée de cette façon. Elle a semblé agacée, pas triste, agacée, comme si j'étais difficile sans raison. Elle a dit, j'imagine que c'est ça. Puis j'ai dit, oui, c'est ça. Nous sommes restés là une seconde de plus. Puis elle a pris son panier et est partie sans se retourner. Je n'ai ressenti ni colère ni regret, juste une confirmation. Parce que même à la fin, elle a formulé le problème comme mon incapacité à prioriser ses sentiments, et non son échec à protéger notre relation d'une influence extérieure. Et cette différence n'est pas petite. Elle est fondamentale. Cela fait 3 mois que le mariage a été officiellement annulé. Les retombées financières sont réglées. Nous avons divisé les acomptes non remboursables selon les contrats que nous avons signés. Il n'y a pas eu de procès, pas de menaces juridiques dramatiques, juste de la paperasse et des reçus. La version sociale des événements s'est stabilisée aussi. Les gens qui voulaient croire que j'avais paniqué le croient toujours. Ceux qui ont demandé ma version l'ont entendu et ont rendu leur propre jugement. Je n'ai pas cherché de validation. Julie et moi ne nous sommes pas parlé depuis le supermarché. Un ami commun a mentionné récemment qu'elle et Thomas passaient beaucoup de temps ensemble à nouveau. Je n'ai pas posé de questions. Ce n'est plus mon problème. Si quoi que ce soit, cela renforce l'instinct que j'avais quand elle insistait pour qu'il fasse partie de notre mariage. En regardant en arrière, le déclencheur réel était petit sur le papier. Une invitation, des excuses, une exigence formulée comme un compromis, mais la structure en dessous n'était pas petite. Elle a impliqué son ex dans notre conflit privé. Elle a traité son opinion comme pertinente pour nos fiançailles. Elle m'a positionné comme quelqu'un qui devait gagner l'approbation d'un homme qui n'avait aucune place dans mon avenir. Et quand j'ai refusé, elle a fait monter la pression au lieu de se réajuster. Ce qui ressort le plus, ce n'est pas la dispute elle-même. C'est la rapidité avec laquelle elle a bougé pour contrôler le récit une fois que je n'ai pas obtempéré. Appeler ma sœur, envoyer des messages aux amis, suggérer que j'étais instable. Ce n'était pas de la panique. C'était de la gestion de crise. Si je m'étais excusé auprès de Thomas, le mariage aurait eu lieu. En surface, tout aurait semblé bien. Photos, sourires, discours. Mais j'aurais su que quand le moment crucial arriverait, ma limite serait négociable et son ex aurait une voix dans notre dynamique. Cette connaissance n'aurait pas disparu après la lune de miel. Les gens continuent de me demander si je regrette d'avoir été si ferme. La réponse honnête est non. Annuler un mariage est coûteux et gênant. Divorcer de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est bien pire. Je n'ai pas perdu un mariage. J'en ai évité un qui était déjà structuré contre moi. Et le fait qu'elle ait cru que j'étais sérieux seulement une fois que le domaine a confirmé l'annulation m'en dit long sur la façon dont elle considérait ma détermination. Elle pensait que je bluffais. Ce n'était pas le cas.